Voilà, je ne sais pas si vous nous entendez déjà. Je vois que le nombre d'auditeurs est en train d'augmenter. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on est deux ce soir avec vous pour parler de podologie et puis de préférences motrices naturelles. Ma pomme, c'est Cyril. J'ai créé le laboratoire Volodalen il y a déjà une vingtaine d'années de ça. Et puis, je suis avec Clément. Peut-être Clément, je te laisse te présenter. Oui, podologue dans la région niçoise et donc j'ai eu l'occasion de travailler avec Cyril au labo pendant plusieurs mois et voilà. Et donc maintenant je suis doctorant aussi en Belgique à l'école des sciences biomédicales, voilà, et cofondateur de Forfood Solutions accessoirement. Voilà, Voilà. un excellent institut de formation, n'hésitez pas. Alors, ce que je vous propose tout de suite de partager, il est 8h01. Confirmez-moi que vous m'entendez bien. Mathieu, Karl, bonjour. Bonsoir Mathieu. Confirmez-moi, bonjour. Morgane, bonjour Clément, son, image, ok, parfait. Alors, je vais vous partager le document pour vous présenter ce qu'on va voir ce soir ensemble. Alors, voilà, hop, je viens sur le début de ma présentation parce que j'y étais pas. Voilà. Donc, dans cette présentation, je vous propose d'aborder 4 points. Alors, c'est une présentation qu'on donne parce qu'après, on a une proposition pour vous qui est la formation digitale de niveau 2. On a déjà fait une proposition de formation de niveau 1, podologie et préférences motrices naturelles au printemps. Vous avez été nombreux à l'acheter, puis vous en avez été assez heureux. On a eu des super retours. Merci. Et donc là, ce soir, en fait, on lance le niveau 2. Ce qui fait que cette présentation, elle va faire l'interface entre le niveau 1 des formations sur les préférences motrices et puis le niveau 2 de ces formations sur les préférences motrices et la podologie. Alors, dans un premier point, je vais déjà vous redonner c'est quoi, en fait, une préférence motrice naturelle. Ensuite, on ira sur des concepts qui sont le curseur de motricité, le cadran du mouvement, et on verra comment, de manière fine, on peut adapter les consignes dans les exercices, mais aussi les plans de semelle, compte tenu de ces motricités et puis des pathologies. Alors, on présentera un ou deux grands cas cliniques parmi l'ensemble de ceux qui sont abordés dans cette formation de niveau 2. Ensuite, on ira chercher un autre thème sur les motricités qu'on appellera les motricités larges ou les motricités axiales. Donc, ça fait partie du contenu du niveau 2. Et on verra combien le fait d'avoir pour tout son corps une motricité large ou plutôt axiale va venir impacter sur la manière de construire les semelles et puis sur le choix des chaussures. Puis enfin, en fait, vous lancerez la proposition d'offre pour les formations digitales niveau 1 et niveau 2. Alors, niveau 1 niveau 2, parce que peut-être certains d'entre vous n'avaient pas acheté le niveau 1. Donc, on a une offre conjointe niveau 1 niveau 2 et puis on a une offre pour le niveau 2. Ceci étant dit, j'avance avec la première partie de la présentation. Finalement, c'est quoi une préférence? C'est quoi une préférence? C'est d'abord l'art de regarder sans juger et de voir que là, vous avez, c'est une étude qu'on avait menée, Thibaut, qui est chercheur dans Volodalen, qui avait menée en Malaisie. Et puis, dans cette étude, on a regardé des gens courir, on a calculé quel était le rendement de leur foulée. Il y a eu d'autres choses qui ont été faites. Et là, on voit deux des sujets de cette étude. On voit, par exemple, que la personne qui est à gauche court quand même d'une manière relativement différente au grand monsieur qui est à droite. Et pourtant, ils ont la même expérience, ils ont la même quantité d'entraînement, ils ont la même performance, ils ont le même rendement de foulée. Donc, qui regarde le monde sans juger est quasi obligé de se dire que finalement, il doit y avoir plusieurs bonnes manières de bouger, plusieurs bonnes manières de marcher, plusieurs bonnes manières de courir. Si on regarde un peu plus profondément nos éléments structuraux, on va voir qu'il y a des gens qui sont petits, des gens qui sont un peu ronds, des gens qui ont un bassin large, d'autres étroits, des gens qui ont des pieds plus étroits, des gens qui ont des pieds plus larges. On va voir des têtes de fémur qui sont complètement inclinées alors que d'autres sont beaucoup plus axées. Bref, on va voir que, et dans nos mouvements et dans nos structures, dans nos corps, nous ne sommes pas les mêmes. Alors, on peut l'identifier, par exemple, quand on voit un sportif, on lui dit juste « fais-moi un squat », on ne donne pas de consigne. Et là, on observe que vous voyez à gauche Arnaud, qui fait partie de l'équipe et qui est perchiste,
Ben, lui, il va quasiment en squat complet, alors qu'à droite, eh bien, on a Jarod, c'est deux athlètes au plus haut niveau. Lui, Jarod, à partir du moment où il est à 30 degrés d'angle, ben, son squat, il peut pas aller plus loin. Et si on l'oblige à aller plus loin en se disant que finalement c'est parce qu'il n'a pas assez de mobilité articulaire, qu'est-ce qu'on lui fait? Ben, une bonne lombalgie. Donc on ne l'oblige pas, on l'amène à l'endroit où son corps sait aller. C'est déjà ça une préférence. Alors je pourrais vous prendre tous les gestes du monde. Par exemple, on demande à deux sportifs de venir impulser. Et vous allez voir que pour sauter le plus haut possible, il y a des gens qui vont chercher 90 degrés d'angle, donc quasiment un squat, un demi-squat, alors que d'autres vont s'arrêter au quart de squat pour sauter le plus haut possible. Ça veut aussi dire qu'il y a des gens qui ont une bagnole et qui décident d'accélérer moins longtemps, parce que c'est ça un squat qui est plus haut, qui décident d'accélérer moins longtemps, d'avoir une production de force plus courte pour aller plus haut. Voilà. On va voir ce que ça veut dire. Pour le moment, c'est juste cette observation que des gens peuvent produire d'excellentes performances en s'y prenant de manière très différente. Par exemple, là, vous avez en haut Federer qui fait un coup droit. Vous regardez juste sa hanche et vous regardez quel est le niveau de flexion de hanche. Vous voyez que sur son coup droit, il est quasiment en jambe tendue. Alors bien sûr, s'il doit produire un peu plus de puissance, il va un peu descendre, donc il va un peu fléchir la hanche, mais un peu, pas beaucoup. En dessous, vous avez Raonic, qui est quand même pas un mauvais aussi. Eh bien, lui, Raonic, vous voyez que pour produire son coup droit, il va chercher quasiment la quart de squat, c'est-à-dire qu'il a déjà une bonne flexion de hanche avant de produire sa puissance. Donc, il y en a un qui va produire de la puissance, produire un mouvement, produire son efficacité dans de l'extension, alors que l'autre le fait avec un corps qui est encore en flexion. Qu'est-ce que c'est tout ça, ces différentes manières de faire? Eh bien, on les identifie sous des termes, sur des concepts. On a appelé notamment le concept de aérien et puis le concept de terrien, le fait que on ne bouge pas de la même manière. On ne bouge pas de la même manière. Pourquoi? Parce que chacun de nous ne serait pas connecté aux mêmes fibres musculaires à partir de son cerveau. C'est comme si le système nerveux préférait certains muscles qui sont parfois plus en arrière, parfois plus en avant. Le principe de base, c'est qu'on doit assurer notre survie. Pour assurer notre survie, il faut absolument pas que notre cerveau se fracasse par terre. Donc, il ne faut pas que la tête subisse un choc important. Or, il s'avère que cette tête, elle était placée au plus haut, à l'endroit où c'est le plus dangereux. C'est quand même étrange. Toute notre identité placée à l'endroit où il y aurait le plus de danger. Observez que cette tête, elle a besoin d'avoir en permanence de l'oxygène, en permanence du glucose, et puis en permanence de ne pas avoir de choc. C'est incroyable quand même que l'endroit où se joue le plus notre identité, se joue le plus notre fragilité. Il y aurait tout un courant de philosophie à faire d'ailleurs là-dessus. Or, il s'avère que certaines personnes se mettent spontanément avec le poids sur l'avant. Si je me mets avec le poids sur l'avant et si la vie n'est pas bête, alors ça veut dire que j'ai pas peur de tomber en avant. Et si j'ai pas peur de tomber en avant, c'est que je m'appuie, je suis proprioceptif sur des chaînes musculaires qui se jouent à l'arrière de mon corps. Je suis aérien. Pourquoi je suis aérien? Parce qu'une fois en déséquilibre avant, qu'est-ce qui me reste à faire pour pouvoir avancer? Eh bien, amplifier ce déséquilibre avant et partir dans un système de rebond qu'on appelle le système masse-ressort. Et coup de bol, il s'avère que le modèle masse-ressort correspond exactement au type de tissu que compose cette chaîne musculaire postérieure. C'est une chaîne qui est beaucoup plus composée de ce qu'on appelle le tissu à métabolisme lent, c'est-à-dire des aponevroses, des tendons. Alors que si on regarde l'autre grande motricité dans le plan sagittal, c'est la motricité qu'on a appelée terrienne. Pourquoi? Parce qu'il s'avère que celui-là, il place plus spontanément son poids sur l'arrière. Donc, si je me mets sur l'arrière, de nouveau, et qu'on pense que la vie est intelligente, c'est un des grands principes des préférences, eh bien, ça veut dire que j'ai pas peur de tomber en arrière. Si j'ai pas peur de tomber en arrière, c'est que je suis confiant dans des muscles qui sont situés sur la partie avant et interne de mon corps. Chaîne antéromédiane, je suis terrien. Et remarquez que si vous voulez tenir alors que votre poids est amené sur l'arrière, vous n'avez pas d'autre choix que de venir plier vos jambes. Or, coup de bol encore, en fait, c'est pas du tout du coup de bol, il s'avère que dès que vous contractez les muscles sur l'avant
eh bien, vous pliez. Et là, il s'agit bien de tissus à métabolisme plus rapide. Donc, c'est beaucoup plus de gros corps musculaires qui sont là pour quoi faire? Pour venir bouger vos articulations. On appelle ça le modèle de la poulie. Les gros muscles font tourner les articulations, permettent au centre de masse de descendre. Donc, je suis préparé derrière en flexion, donc proche du sol. C'est pour ça qu'on appelle cette motricité terrienne. Il va me rester pour pouvoir me déplacer, à pousser depuis l'arrière, et donc je vais avoir un déplacement qui est beaucoup plus enroulé, avec des forces beaucoup plus horizontales, alors qu'un aérien va avoir un déplacement beaucoup plus survolé, avec des forces beaucoup plus verticales. Tout ça pourquoi? Tout ça parce que les deux jouent sur des grandes masses musculaires qui n'ont pas les mêmes propriétés et qui ne sont pas situées au même endroit du corps. Postérieur pour quelqu'un qui se met sur l'avant, qu'on appelle un aérien, antérieur pour quelqu'un qui se met sur l'arrière et qu'on appelle un terrien. Modèle masse-ressort, modèle de la poulie. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, vous voyez que se joue en même temps la manière de produire de la performance, la manière de produire de la puissance, la manière de s'équilibrer, la manière de se coordonner, la manière de se gagner, donc la manière de survivre. Un des grands éléments clés des préférences, c'est le fait d'avoir réussi dans des endroits qui jusque-là étaient séparés, à essayer de pouvoir réunir des ensembles fonctionnels, des types de propriétés que jusque-là on pensait tout à fait séparés. Alors à partir du moment où j'ai cette manière de bouger qui diffère, bah, ça va aussi donner, il suffit pas de savoir qui l'on est, il faut savoir qu'est-ce que ça peut donner dans un environnement avec des qualités données. Vous avez remarqué que l'espèce humaine a cette particularité d'avoir une identité, mais d'être capable de changer. Si on n'était pas capable de changer dans un environnement qui est très changeant, ben on serait plus là pour en parler. Et donc, il convient de penser nos besoins internes, notre motricité, mais pas seulement, de penser aussi quelles sont les conditions de l'environnement. Je m'explique. Vous êtes aérien, vous aimez rebondir, vous allez sur une piste d'athlée. Est-ce que vous allez être performant? La réponse, enfin, elle vient de suite, oui, parce que vos qualités intrinsèques de rebond rencontrent les qualités de rebond de la piste, et donc vous allez être naturellement bien dans cet environnement. Maintenant, vous êtes sur la plage à Biarritz ou à Marseille, ou ailleurs, hein, où vous voulez, vous vous mettez à courir. Est-ce que vous allez être performant en mode aérien? Vraisemblablement non, parce que si vous mettez beaucoup de force à la verticale en rebondissant, qu'est-ce qui va se passer? La force, elle va venir déformer le sable, et il s'avère que le sable ne reprend pas sa forme initiale, et donc il va absorber votre énergie, et donc vous allez avoir un rendement qui va s'écrouler. Donc il faut toujours penser à la fois à la préférence, puis à la fois dans l'environnement, dans un type d'environnement donné. Donc nous sommes des animaux, et donc les animaux sont à penser dans leur qualité, mais dans leur qualité par rapport à des contraintes environnementales, donc à des qualités environnementales. Parmi l'ensemble des qualités environnementales, il s'avère que parfois on ne va pas courir ni sur la plage ni sur une piste, mais on va courir par exemple sur une route ou dans des chemins avec des chaussures différentes. Ça s'avère que cet interfaçage, c'est l'équivalent d'un environnement qu'on mettrait sous nos pieds. Alors peut-être Clément, à ce moment-là, par rapport à ce que je viens de dire, donc une motricité plus en rebond, plus verticale pour les aériens, 50% de la population caucasienne. Ces motricités, on les retrouve partout dans le monde, mais certainement dans des probabilités différentes selon les ethnies. Alors on parle plutôt des gens d'Europe, donc à peu près 50% d'aériens qui sont plutôt en mode de rebond, puis 50% terriens qui sont plutôt en mode qu'on appelle propulsion, donc un travail concentrique du muscle, avec une force plus horizontale. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, en fait, Clément, sur ces deux motricités, puis le type de chaussures qui conviendrait? Dans le type de chaussures qui conviendrait à un environnement terrien, c'est finalement les conseils qui étaient donnés il y a plusieurs dizaines d'années, où on valorisait le fait d'osciller très peu pour être économique, par exemple, sur un... Et en même temps, on a développé des chaussures qui étaient de plus en plus protectrices, de plus en plus amortissantes, et qui se prêtent finalement assez bien à un schéma de déroulé. Et bah là, on voit que maintenant, depuis, allez, on va dire 2010, on a changé de mode, on est passé sur quelque chose de beaucoup plus minimaliste,
parce qu'on a jugé que la foulée avant-pied, finalement, en fait, c'était ça qui était bien, c'était ça qu'il fallait faire. Et donc, on prend une chaussure qui va avec ça en réduisant l'interfaçage, donc moins d'épaisseur de semelle, moins de drop, tout ça pour favoriser une prise d'appui avant-pied qui elle-même favorise plutôt le rebond. Donc voilà, et tout ça avec quelque chose de plus ferme. Donc ça, c'est, ouais, si on peut faire deux grandes généralités comme ça déjà. Ouais. Donc on pourrait presque dire, si je reviens sur ce besoin, là on parle de quelqu'un qui n'est pas blessé pour le moment, on va y revenir après. Si on voulait exprimer les qualités d'un aérien, on pourrait se représenter une chaussure qui soit un peu comme une lame de carbone. Attention, aucune référence à la Vaporfly là-dessus, et puis aux autres, mais on pourrait imaginer une chaussure comme une lame de carbone, et puis qui renvoie l'énergie, qui corresponde à pas trop de drop pour justement aller chercher l'avant-pied, pas trop de stack, donc pas trop d'épaisseur, pour justement pouvoir renvoyer directement selon le bras de levier du pied par rapport à l'arrière de la jambe. Et donc, voilà, des chaussures type lame de carbone. Alors que si on allait plutôt sur le schéma terrien, c'est une motricité plutôt qui enroule, donc qui a besoin en pose talon davantage de mou et puis de flexibilité. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait cet effet rocking dont on parle maintenant, ou cet effet balançoire, là, quelque chose qui me permet de passer de l'arrière à l'avant, puisque c'est la dynamique propre des terriens. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. Donc tu fais bien de dire qu'effectivement, on fait abstraction de la Vaporfly parce que bon, comme c'est une technologie nouvelle, ça a un peu rebattu les cartes puisque à la fois on a du coup une lame de carbone, à la fois on a de l'épaisseur, mais de l'épaisseur dynamique. Donc bon, là on rentre sur un cas un peu particulier, mais c'est vrai que pour faire Absolument. ça, je pense qu'on peut rester dans ces deux cases-là. Ouais. Voilà, donc short plus élevé pour les aériens. Donc le short, c'est-à-dire que c'est un matériau qui est plus dur, plus du côté entre l'élasticité et puis la stiffness. Short plus faible pour les terriens, stack moins épais, plus épais pour les terriens, moins épais pour les aériens. Un drop un peu plus faible pour aller chercher davantage l'avant-pied. Il faut toujours penser en curseur. Chaque fois qu'on va dire talon ou avant-pied, pensez en curseur. La majorité chez les Caucasiens, la majorité des aériens posent le talon, puisque 90% des coureurs caucasiens posent le talon. Donc, comme il s'avère qu'il y a 50% d'aériens dans cette population, si on fait une simple règle de 3, on a au moins 80% des aériens qui posent en talon. Donc, il faut penser en curseur. C'est la pose talon est moins marquée que la moyenne des gens qui sont terriens. Vous n'utilisez jamais du blanc ou noir. C'est plus ou moins marqué d'un côté ou de l'autre. Donc, un effet lame de carbone plutôt chez les aériens, puis un effet plus déroulé chez les terriens. Et d'ailleurs, c'est un des avantages aussi de cette mode minimaliste maintenant, c'est que comme il y a un continuum de préférences et d'expression motrice possible, maintenant on a aussi tout un continuum de chaussures possibles. On a beaucoup plus de choix qu'avant finalement entre ce qui est très minimaliste, ce qui est très maximaliste et ce qui est un peu intermédiaire. Donc c'est vraiment très très intéressant pour nous en tant que podologue d'avoir ce choix. Oui, vous verrez que, pour les gens qui ont déjà fait les formations ou ceux qui l'ont fait, le principe de base des préférences, c'est vraiment de dire que le monde est construit sur des polarités. Et puis, il y a un curseur, un continuum d'une polarité à l'autre. La polarité terrienne, c'est quoi? C'est de la flexion et puis c'est sur l'arrière. La polarité aérienne, c'est de l'extension et c'est sur l'avant. Ça veut dire que entre ces polarités, il n'y a pas de jugement. Or, si vous prenez la quasi-totalité des théories jusque-là, eh bien, pendant 100 ans, on a jugé que le talon, c'était meilleur. Après, on va dire que l'avant-pied, c'est meilleur. Et donc, à notre sens, tout ce qui s'exprime dans la nature et qui est encore vivant est intelligent. Et donc, c'est certainement notre intelligence, même consciente, qui n'est pas assez développée pour avoir coupé la poire en deux. Donc, si on accepte ça, c'est vraiment la définition de la vie, puisque l'intelligence a la capacité à résoudre des problèmes. Si on est vivant jusqu'à présent, c'est qu'on a résolu l'ensemble des problèmes pour continuer à l'être. Donc, puisque ce schéma de vie est intelligente, eh bien, le principe n'est plus de dire ce qui est bon ou pas bon. Quelque chose de généralisé qu'on revoit s'exprimer devant nous a nécessairement quelque chose de bon. Donc, le boulot, après, du pédagogue, le boulot du thérapeute, c'est de savoir, en fonction des problèmes ou des besoins d'une personne, d'un patient,
qu'est-ce que je vais choisir dans l'étendue des possibles comme exercice, comme semelle, comme type de chaussures. C'est plus de dire celle-là, c'est mieux que celle-là. Donc on passe à une pensée qu'on appelle une pensée qui n'est plus absolue. On n'est plus dans une règle absolue. On est dans une pensée qui devient relative au patient qu'on a devant vous. C'est ce qui s'appelle personnalisé. Alors un exemple de règle qui jusque-là était plutôt présentée comme absolue, quasiment tout le monde allait dire, dès qu'on parle par exemple de pose en talon ou de pose avant-pied, vous allez voir les gens un peu techniciens qui vont vous dire, mais quand on va plus vite, eh ben on va plus sur l'avant-pied. Alors si on compare quelqu'un qui marche à 4 km/h et puis quelqu'un qui court à 40 km/h, alors oui. Mais si on est plus fin, par exemple là c'est une étude qui a été menée en 2014 entre 10 et 21 km/h, et les scientifiques se sont rendus compte de quoi? Ben, ils se sont rendus compte que quand on augmentait la vitesse, c'était pas tout le monde qui allait passer plus avant-pied. Il y avait 3 clusters. Maintenant, le mot est bien connu. Mais d'abord, c'est des démarches scientifiques, une approche statistique qu'on appelle par cluster, ça veut dire regroupement. Donc, on regarde les gens faire, on juge pas, puis après, on les regroupe selon leur manière propre de faire. Et là, quand la vitesse augmentait dans cette étude, ils ont pu identifier 3 clusters. Celui qui est le cluster 2, c'est le cluster moyen. Ben, vous voyez que plus ça va vite, plus il va avant-pied. Donc ça, c'était la règle qu'on considérait comme absolue jusque-là. Sauf que il y a des gens qui font partie du cluster 1. Eux, ils sont avant-pied et ils restent avant-pied. Ils ont même tendance, quand ça va vite, à être un peu moins avant-pied que quand ça va lentement. Et puis, vous avez le cluster 3. Et eux, ils sont en talons quand ça va lentement. Vous les faites aller plus vite et des fois, ils vont vous mettre encore plus de talons. Alors, vous pouvez imaginer que ceux-là, alors que leur corps dit, même dans des conditions d'environnement favorisant pour l'avant-pied, qu'il a envie de rester derrière, vous imaginez bien que s'il rencontre un courant qui lui explique qu'il faut venir avant-pied, il risque d'y avoir quelques problèmes. Et ce ne sera pas une notion de progressivité dans l'approche minimaliste. Ce sera bien parce qu'on n'a pas respecté leurs besoins qui étaient pour eux de rester très en talon. Et on verra que très en talon va aussi avec très en flexion. Voilà. Donc, avec cette approche, on regarde le monde tel qu'il est, on dispose de polarités, terrien, aérien, on va en aborder d'autres, larges, axiales, et donc on sort du conformisme. Il n'y a plus une seule bonne manière d'envoyer un ballon de basket, il n'y a plus la bonne manière de jouer au golf, c'est de se mettre en flexion puis d'avoir un corps qui est dissocié. On aborde dans ce niveau 2 le côté dissocié, donc le fonctionnement autonome ou non autonome des épaules vis-à-vis de la ligne de bassin. Il n'y a plus, il faut absolument courir en minimaliste ou alors mieux en barefoot parce que c'est plus efficient. Non. Courir en mode déroulé est largement aussi efficient dans les vitesses habituelles des coureurs que de courir en avant-pied. Il n'y a plus la seule bonne manière de faire du tennis, c'est de s'ancrer puis de nouveau d'avoir un corps dissocié. Il y a des grandes manières de s'organiser, nous qu'on appelle des préférences naturelles. Pourquoi on appelle ça des préférences naturelles? Parce qu'on revient toujours au schéma de survie et on observe que de génération en génération, les gens se sont adaptés très certainement morphologiquement, très certainement fonctionnellement, c'est-à-dire dans leur manière de bouger, à leur environnement. Un exemple, vous allez en Afrique de l'Est et puis vous avez des grandes tiges comme ceux-là, s'appellent les Maasai, qui sont plutôt très longilignes et qui sont habitués à faire des danses comme celles que vous voyez devant vous. Vous voyez, c'est des danses pliométriques. Les gens de l'athlé adorent. C'est les champions de la pliométrie. Voilà, on peut imaginer que chez eux, on espère le faire dans quelques années, on espère aller voir un peu toutes les contrées du monde pour voir quelle est l'occurrence des motricités. On peut imaginer que chez eux, il y a beaucoup plus de schémas aériens. Alors que quand on va dans des endroits où il fait plus froid ou alors plus humide, donc c'est le cas pour les Maoris. Alors on voit des corps qui se galbent, qui développent plus de galbes musculaires et qui, est-ce qu'ils y ont pensé, d'où ça vient? En tout cas, c'est monté comme ça. On développé des types de danses, que vous voyez des danses d'ancrage. Si vous nous trouvez à des endroits où il fait très froid ou très humide, ou alors je veux dire froid et humide, si vous me trouvez des corps qui font des danses en type complètement vertical, envoyez-moi la vidéo, ça m'intéresse. Je suis allé en voir pas mal. Vous verrez que plus vous allez vers des pays où il y a une tendance à faire humide ou froid, plus vous avez des corps qui galbent et plus vous avez des danses qui sont plutôt en mode d'ancrage
ou plutôt en mode de mobilité, avec un bassin qui s'approche du sol. Et dans les endroits où il fait plus chaud et plus sec, vous voyez des corps qui sont plus fins et qui développent plutôt des danses, donc des types de motricité, mais aussi des manières de courir. Pensez bien derrière la danse d'autres choses, eh bien, qui sont beaucoup plus verticales, beaucoup plus en rebond. Donc, on peut imaginer que derrière, il y a un processus qui s'appelle un processus d'adaptation. Alors, d'adaptation à quoi? C'était une hypothèse qui a été lancée au 19e siècle, milieu du 19e siècle, par deux chercheurs, et puis qui disait très certainement que tous les animaux doivent s'adapter à plein de contraintes, notamment au fait qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. Et il s'avère que quand il fait froid, il faut garder la température dans son corps. Et la meilleure manière de garder la température, c'est d'avoir une évolution morphologique qui va vers la boule. Pourquoi? Parce que c'est le minimum de surface à l'extérieur pour le maximum de volume à l'intérieur. Donc, vous perdez moins le froid. À l'inverse, quand vous avez besoin de refroidir, vous avez intérêt d'avoir un corps qui va vers la ligne. Pourquoi? Parce que c'est le minimum de volume pour le maximum de surface. Et donc, quand il fait chaud, vous pouvez, quand votre corps est trop chaud, il peut balancer de la chaleur à l'extérieur. Alors, il y a certainement plein d'autres mécanismes d'adaptation. Mais disons que c'est certainement cette hypothèse et puis d'autres qui permettent de comprendre cette espèce de lien qu'on n'avait pas vu jusque-là entre conditions environnementales, adaptation de génération en génération à ces conditions environnementales, forme de corps et ensuite type de mouvement. Voilà c'est quoi une préférence. Donc, si je traduis très rapidement, c'est des manières de bouger avec souvent des corps qui sont organisés, qui sont optimisés dans toute leur mécanique pour faire en sorte que on soit le plus efficient possible et donc qu'on puisse survivre, continuer à vivre le mieux possible. Et donc, c'est des mouvements, c'est des gestes naturels qu'on va faire sans penser et qui vous donnent tout de suite la meilleure solution. Voilà, alors souvent, je prends ça. Si je croise les mains, eh bien, je viens mettre mon pouce gauche au-dessus. C'est ma préférence. Si vous essayez, vous allez voir qu'il y a qu'une personne sur deux qui met le pouce gauche au-dessus. Donc, c'est naturel, c'est engrammé depuis la naissance. L'ensemble des préférences sont là depuis l'origine. Ceci étant dit, je vous propose de passer à la deuxième étape de notre présentation. Alors, cette deuxième étape, on va aborder des concepts qu'on voit dans le niveau 1 et puis d'autres qu'on va voir dans ce niveau 2 des formations. Alors, le premier de ces concepts, c'est ce qu'on appelle le curseur des motricités. Devant ce curseur, sur ce graphique, c'est comme si vous aviez la quasi-totalité des manières de bouger. Ce qui est en couleur, c'est ce qu'on appelle les motricités terriennes pour le rouge et les motricités aériennes pour le bleu. Donc, vous voyez déjà qu'il y en a deux types. C'est ce qu'on appelle les terriens en cuisse, les terriens en pied, aériens en cuisse, aériens en pied. D'où ça vient? C'est expliqué dans ce niveau 2. On explique combien c'est en lien avec des chaînes respiratoires d'inspiration ou d'expiration. Si je continue le long de mon curseur, on voit qu'il y a des petites dames en gris. Côté fluide, ça, c'est les gens qui ont les corps laxes. Et puis côté rigide. Alors, on ne pourra pas tout aborder là, dans cette webconf. Donc, je vous propose d'aborder un cas en particulier. Celui qu'on appelle le rigide 2. Ce que les anglo-saxons appellent l'overstriding. Nous, on appelle ça aussi du talon extension. Ça va nous permettre, en fait, ce talon extension, d'entrer dans la pathologie. Alors, c'est quoi ce talon extension? Là, on voit un petit monsieur qui court et puis qui est en talon extension. Alors, spontanément, on pourrait se dire, mais ça semble jouer, là, ça court, ça semble fonctionner. Sauf que, regardez, vous avez un arrêt sur image à droite, et régulièrement, si je fais un arrêt sur image, voilà, j'y suis, vous avez ça. Donc, qu'est-ce que c'est? Là, vous voyez un énorme talon. Donc, si on calcule les degrés entre la pointe de pied, donc on suit la semelle et puis on va jusqu'au sol, là, vous avez au moins 45 degrés. Donc, vous avez un talon qui est très prononcé. Nous, souvent, quand on a ça, on parle de pied en virgule. Quand vous avez ça, souvent, ça veut dire que vous avez une très importante extension d'orteil. Donc, la personne vient taper avec du dur son talon. En soi, c'est pas un problème si, comme un terrien naturel, il se mettait à fléchir avec tout ce qu'il y a au-dessus. Je peux présenter du dur en dessous et du mou au-dessus. Ça s'appelle être terrien. Je présente du talon, puis je vais venir faire de la triple flexion au-dessus. Ça s'appelle être terrien. Puis je peux présenter du mou en dessous, la plante de pied, puis faire du dur au-dessus. Donc rester en alignement, ça s'appelle être aérien.
Les deux systèmes sont optimisés. Maintenant, celui qui fait du talon extension, c'est comme s'il avait décidé de prendre le pire des deux. Il prend le dur en dessous, puisqu'il met le talon, et puis il se met en extension. Vous voyez que sa jambe est complètement alignée. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend aussi du dur au-dessus. Donc, du dur plus du dur, eh bien, ça va pas le faire. En tout cas, ça va faire de la vibration. Et la vibration, elle a cette légère tendance à partir dans le sol et pour une partie à remonter le long du système ostéo-articulaire. Ce qui fait qu'il peut se prendre une thalalgie, il peut se prendre un syndrome fémoro-patellaire, il peut se prendre des douleurs de hanche, des douleurs de dos, et ça peut remonter même jusqu'à la nuque. Donc, on voit bien que là, il y a quelque chose qui joue pas. Pour tous ceux qui ont fait le niveau 1, on a pu expliquer, donc c'est un coureur terrien, mais un coureur terrien qui s'est rigidifié, comme s'il n'arrivait plus à assumer la partie terrienne, donc la partie de flexion qui est en lui. On a pu montrer dans le niveau 1, et là on le reprécise considérablement sur les plans de semelle, sur les exercices, sur les types de foulées dans ce niveau 2. On a pu expliquer dans ce niveau 1 qu'il y a certains des terriens, 1 sur 2, qui va évoluer dans ces conditions où il est bloqué, qu'il y a une possibilité d'évoluer en type aérien, donc il part du schéma terrien et puis se rend un peu plus aérien, alors que d'autres vont évoluer plus favorablement en repartant dans la flexion. Donc, j'ai un problème et j'ai deux solutions. Mais ces deux solutions, c'est ça le plus étrange, en fait, avec ces préférences, c'est comme si elles étaient déjà écrites en moi dans ce qu'on appelle, nous, le cadran du mouvement. C'est-à-dire, c'est comme si mes ressources internes déjà m'indiquaient si j'ai une préférence à aller plus dans la flexion ou plus dans un système d'extension. Là, vous en avez la personne de gauche, c'est quelqu'un qu'on appelle avec une évolution, les points 1, point 2, point 3 que vous voyez, c'est l'endroit où naturellement, quand il y a un problème dans le point 1, c'est mon endroit le plus naturel, c'est l'endroit où naturellement mon centre de masse va évoluer face à une contrainte. Eh bien, voilà, quand vous avez fait la formation, vous savez de quel côté, en tout cas on a des grandes probabilités pour savoir de quel côté la personne spontanément, face à la blessure, va avoir intérêt à évoluer. Donc, c'est ce qu'on appelle un terrien qui va évoluer en aérien. Un point 2 de son évolution, pensez bien, hein, point 1, l'endroit où est ma nature. Point 2, si j'ai une difficulté dans ma nature, l'endroit où je vais évoluer. Ben, il y en a certains qui vont évoluer vers plus d'extension et d'autres plus de flexion. Donc, si la personne est terrienne et puis va évoluer, et ça c'est dans les formations que vous l'apprenez, si la personne est plus terrienne et va évoluer vers un schéma plus aérien, vous comprenez bien qu'au niveau de sa foulée, par exemple, on va proposer de venir chercher une cadence un peu plus élevée. Parce que l'overstriding, c'est un appui qui est plus en avant. Il suffit de faire un pas un peu plus court. L'appui va venir un peu plus sous le centre de masse. Et donc, il y aura moins de talons. On peut demander aussi à la personne d'être un peu plus dynamique sur ses appuis, de venir être un peu plus rebondissant. Au niveau des exercices, on peut favoriser des exercices qu'on appelle de proprioception sur l'avant, c'est-à-dire d'exploration par la tête, par les épaules de la partie avant. Et puis, maintenant, si je viens, Clément, sur les semelles, ce serait quoi, en fait, les grands types, alors on va pas aller dans le détail, c'est donné dans l'information, mais les grands types de construction de semelles pour un terrien qui aurait plutôt intérêt à évoluer face à une blessure comme du talon extension en schéma aérien. Mais donc là, comme tu viens de l'expliquer, on va voir si en fonction de son cadran, il a une évolution qui est plus favorable sur l'avant ou sur l'arrière. Donc si on veut le faire évoluer sur l'arrière, un premier élément assez simple qu'on peut proposer, c'est de mettre un matériau qui est assez confortable à l'arrière, donc une petite talonnette en mousse. Alors du coup, en fonction des motricités, on peut choisir du très très mou, on peut choisir quelque chose d'un peu intermédiaire, un peu ferme, un peu élastique. Donc on a ces possibilités-là. Et maintenant, si à l'inverse, on veut plutôt encourager une motricité aérienne, donc ça, je pense qu'on ne l'a pas abordé dans la conférence encore, mais l'aérien va aussi avec plus d'inversion, en fait, pour mettre en tension ces élastiques de manière à pouvoir rebondir. Et donc, on va à ce moment-là pouvoir créer une semelle qui favorise plus d'inversion. Voilà. Ça, c'est les principes généraux.
Par rapport au fait qu'il soit déjà terrien, est-ce qu'il n'y a pas des shorts, par rapport à quelqu'un qui serait, est-ce que ça va être en fait la même semelle qu'un aérien, le terrien qui doit devenir aérien? Alors non, donc il y a effectivement, j'ai commencé à évoquer déjà la différence de densité qu'on peut utiliser, par exemple pour une talonnette, on peut utiliser un matériau en poron qui a un short de 5. C'est pas pareil que si on prend un élastomère qui va avoir un short de 30, 40 et qui en plus aura une composante élastique. Donc déjà, on peut jouer sur ces aspects-là, on peut bien sûr jouer sur les hauteurs aussi des éléments. Et puis, après, pour ceux qui font du thermoformage, il y a par exemple la structure de la semelle. Moi, une des façons que j'ai de respecter la préférence, c'est de dire, si la personne est terrienne, je lui fais quelque chose de plus souple pour qu'il puisse garder un ancrage interne. Et derrière, je vais mettre des éléments pour l'orienter dans telle ou telle direction, donc plus aérien ou plus terrien. Et chez un aérien, je vais respecter sa préférence en partant sur une semelle qui de base est plus rigide et en venant rajouter des éléments, par exemple des éléments plus mous si je veux le rendre un petit peu plus terrien que ce qu'il est. Alors là, dans la formation, il y a 3 podologues qui interviennent, toi, Clément, Olivier et puis Sébastien Lebras. Et puis donc, ce qui nous permet d'avoir en même temps le versant plus biomécanique, puis en même temps le versant plus posturologie, sur l'organisation, le lien entre les préférences et puis les plans de semelle. Juste petite autre question par rapport à ce que tu disais sur le talon. Quelqu'un qui est déjà très en talon et puis que tu mettrais du mou, tu sais, il y a eu une ou deux publics qui disaient que si tu mets du mou sur un talon et puis que la personne est déjà en talon, elle a un risque de venir encore plus appuyée. Donc, ah oui, c'est tout à fait vrai. Alors déjà, pour cette raison, de mon point de vue, la semelle, dans ce genre de cas, talon extension, ça va pas être juste un remède magique qui va marcher tout seul si auparavant on n'a pas déjà fait comprendre au patient ce qui se passait dans sa course et qu'on lui a pas donné quelques consignes d'exercice ou de technique à ajuster. En fait, il faut que ça aille de pair avec la semelle. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on a aussi d'autres éléments à disposition. On n'est pas forcément obligé d'utiliser cela. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, plus on leur met du mou, au lieu de venir se poser dessus tranquillement, dérouler et allonger leur temps de contact, ils vont venir taper encore plus fort parce qu'ils sentent moins le sol. Donc, on peut envisager d'autres éléments. Par exemple, si on prend une barre médiane, donc un élément qui va parler à ceux qui ont fait l'école de posturologie de Villeneuve, ça, pour moi, c'est un élément qui, comme il est au milieu, il est transversal, et c'est un élément qu'on va pouvoir enrouler. Ou une barre rétrocapitale complète, c'est la même chose. Un élément transversal comme ça, on va pouvoir s'enrouler autour, et donc ça peut être une autre manière de stimuler un schéma de déroulement du bas. Pour bien comprendre sur ce point, à partir du moment où on est dans les préférences, on ne dit plus un élément crée cela. Ce que l'on dit, c'est qu'il y a une rencontre entre le local, l'élément, et puis le global, où est le centre de masse. C'est-à-dire qu'un même élément avec un centre de masse qui est sur l'arrière et qui est déjà en train de se projeter vers l'avant peut avoir un effet fort différent qu'un centre de masse qui viendrait vers le haut. Le propre des préférences, c'est que c'est une entrée systémique, et le systémique, chaque fois, ne juge pas le local sans le global. C'est la rencontre du global et puis du local qui va faire l'intervention. Ok, merci. Alors, propose de continuer. Donc là, on était sur un type d'évolution. Dans ce niveau 2, vous allez voir, chaque plan de semelle est précisé pour chaque type de motricité et sur l'évolution donc du centre de masse des patients le long de leur cadran du mouvement. Voilà, donc deux terriens peuvent être abordés de manière différente selon la lecture liée à des tests que vous voyez dans la formation, liés à la lecture de ses préférences naturelles et donc de l'hypothèse qu'on émet sur la manière dont il va le mieux évoluer face à la difficulté qu'il rencontre. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au point 3, et puis c'est un point qui est abordé dans cette formation de niveau 2, qui sont deux autres choses totalement indépendantes, des motricités, en tout cas, on prime à bord des motricités terriennes, aériennes, ce qu'on appelle les motricités larges et axiales. Alors, c'est quoi? Si vous êtes dans votre cabinet et puis vous avez un tapis roulant, vous êtes déjà certainement rendu compte que quand vous mettez les gens à courir, il y en a certains, quand vous regardez, ou certaines, qui, comme la personne qui est à gauche, font un peu l'avion. Vous voyez ces coudes qui sont très écartés. Alors là, c'est des cas un peu extrêmes. Et puis à droite, vous voyez que c'est une personne qui a sa course et elle qui garde les coudes, qui regarde vers l'arrière. Donc les coudes sont beaucoup plus proches de l'axe.
Ça, c'est ce qu'on appelle l'imotricité axiale et l'imotricité large. On pourrait croire que la personne qui est à gauche, c'est quelqu'un qui est complètement déséquilibré, mais d'abord, c'est une préférence. C'est-à-dire, c'est une nature. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une motricité large puis une motricité axiale? Les gens qui ont une motricité axiale, c'est des gens qui aiment bien rapprocher leur masse d'un axe qui passe par le milieu du corps, qui est perpendiculaire au sol. Ils aiment bien aussi déplacer leur masse proche de cet axe, puis ils aiment bien interagir avec d'autres masses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est axial, quand il va se présenter avec un ballon, il va mettre le ballon dans le plan sagittal, juste devant lui, puis il va shooter avec le mouvement type à la Ronaldo, avec ce pied que vous voyez se déplacer complètement, cette jambe d'arrière en avant. Celui qui a une motricité large, lui, il se sent pas bien, il n'est pas connecté quand il va faire le mouvement prioritaire arrière-avant. Lui, il aime déplacer ses masses de droite et de gauche. On peut le voir dans l'ensemble des sports. Eh bien, par exemple, Messi, quand vous le regardez, il va mettre son corps de côté, il va aller chercher un mouvement qui est un mouvement beaucoup plus circulaire avec la jambe. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a une motricité large, donc qui aime placer ses masses hors de l'axe vertical, qui aiment interagir avec les masses hors de l'axe vertical. Donc, il y a des gens, en fait, dit autrement, qui ont besoin de mettre leur masse proche et de les garder. Il y a des gens qui ont besoin de mettre leur masse éloignée de l'axe vertical et de les garder éloignés. Alors, implication pour le corps, je viens de le donner. Alors, on pourrait le faire dans tous les sports, mais il y a une implication aussi pour le pied. Pour une même morphologie de pied, les gens qui ont un schéma axial, c'est des gens qui aiment être tenus beaucoup plus latéralement. Donc, qui aiment avoir une tendance à ce que leur masse soit plus compressée latéralement. Comme si j'étais sur un fil de rasoir et je me sens bien quand j'ai ce pied sur le fil de rasoir. D'autres vont avoir plus, on appelle l'imotricité large, plus le besoin de venir amener leur masse, c'est la définition que j'ai donnée juste avant, amener leur masse dans le plan frontal. Donc, comme si j'aimais m'étaler, partir de droite et de gauche, et ce qui vaut pour le corps en entier, vaut aussi pour le pied. Donc, dès que vous avez des médio-pieds, des chaussures qui sont un peu larges en médio-pied avec ces petits two-box immenses, eh ben, visiblement, c'est ce qui correspond le mieux aux motricités larges. Alors, attention, j'ai pas dit que les motricités larges, je les aimais que leurs pieds bougent à l'intérieur de la chaussure. Personne n'aime ça. J'aime être tenu aussi, mais en gardant à mes masses plus de largeur que ce que ferait une motricité axiale. Alors, typiquement, ça c'est une coureuse, une traileuse qui depuis 2 ans a des douleurs ischiatiques, des douleurs au niveau supérieur des ischios. Et il s'avère qu'en faisant l'anamnèse, que les douleurs ont commencé au moment où elle a changé de chaussures. Donc c'est les chaussures qu'elle a là. Si vous regardez, j'espère que vous voyez bien les vidéos, si vous regardez ses coudes, vous voyez qu'elle est très large en motricité. Et si vous regardez les chaussures qu'elle a choisies, on voit des chaussures qui sont très fines. Donc, qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça va faire que d'emblée, vous êtes déséquilibré dans le plan frontal. Face à ce déséquilibre, il va y avoir 2 grands mécanismes qui vont se mettre en œuvre chez tout le monde. Le premier, ça va être une rigidification du système. Dès que j'ai peur de tomber, je me rigidifie à partir du haut. Donc, je reviens comme me figer dans l'axe. Le deuxième, que vous voyez très bien sur ses pieds, c'est ce qu'on appelle un tranche-casse. Mon pied ne trouve pas la stabilité latéralement, et donc il part vers une tranche et puis après, il casse. Donc voilà, il s'avère que pour cette fille, à partir du moment où on a pu changer ses chaussures, en plus, pas de bol, c'était quelqu'un qui était plus de motricité terrienne et qui avait pris des chaussures minimalistes. Mais donc, elle a été déstabilisée à la fois dans un plan, puis à la fois dans l'autre plan. Mais en quelques séances, en la ramenant dans la flexion, puis en la ramenant large avec des chaussures plus larges, eh bien, les douleurs qui étaient là depuis 2 ans ont disparu. Donc, est-ce que tu arrives à me redonner 1 ou 2 points, Clément, liés à la fois aux chaussures, je l'ai un peu évoqué, mais peut-être si tu arrives à le préciser, si tu as des choses à rajouter, puis éventuellement sur la manière dont on peut prendre en compte ces éléments dans les plans de semelle, ces motricités larges ou ces motricités axiales.
Ouais, pour les chaussures, tu l'as déjà bien évoqué. Alors, bon, ce que je remarque aussi, c'est que heureusement, la plupart du temps, les gens font quand même un choix qui leur convient, mais là, on a vu que pour cette personne, c'était pas le cas. On a aussi l'inverse, hein, évidemment, des personnes de motricité axiale qui vont prendre des chaussures trop larges et ça va créer de l'instabilité. Donc, ça marche dans les deux sens. Donc, il faut essayer de respecter cette préférence-là, en sachant que ça reste aussi un critère subjectif, parce qu'encore une fois, ça va être une interaction entre la morphologie de la personne. Si de base elle a un pied fin ou un pied large, du coup le fait d'être serré, ou enfin le fait que la chaussure soit bien fitée ou pas, c'est tout à fait relatif à cette morphologie. Donc il faudra encore faire la part à la sensation de la personne. Après, c'est vrai que dans... Excuse-moi, Claire, je reprends ce que tu as dit parce qu'effectivement, c'est pas intuitif ça, hein. On pourrait se dire que tout le monde dans une chaussure type tennis, un peu plus large, bien à plat, va se sentir mieux. Autant on comprend bien que quelqu'un qui a besoin de largeur et puis qu'on amène en schéma très étroit se sente pas bien, autant on pourrait se dire, bah, celui qui est bien sur un truc étroit, bah, il va être bien aussi sur une chaussure large. Or, pas du tout. Parce que c'est vraiment, il faut penser en connectique. Quelqu'un qui se fit en schéma axial, c'est quelqu'un qui a besoin d'être comprimé de côté. Donc, quelque chose de large, paradoxalement, on l'a pu observer à plusieurs reprises, c'est comme si le pied se laissait aller parce qu'il ne trouve pas la contrainte latérale qui va lui permettre d'avoir son chemin de lancement qui va bien arrière-avant. Donc voilà, excuse-moi, je te laisse continuer sur la semelle. Ouais, donc après, sur la semelle, on peut proposer des choses, alors notamment pour l'appui rétrocapital, là, qui est l'exemple qu'on illustre. Pour quelqu'un qui est plutôt axial, qui va du coup avoir besoin de dérouler plutôt vraiment derrière vers l'avant, et donc pas utiliser la largeur comme le ferait quelqu'un de large, qui va donc avoir une attaque ici, je ne sais pas si on voit bien, plutôt attaque extérieure et qui va bien venir dérouler tout son pied comme ça, donc il va avoir un mouvement qui exploite la largeur. Faut qu'on respecte ça aussi dans la semelle, donc par exemple en mettant un appui rétrocapital qui va être plus étroit au niveau de sa largeur, et par contre peut-être plus haut. Et l'idée ici, en fait, c'est d'augmenter le fitting ou la congruence, peu importe comment on le dit, entre la chaussure et le pied. Donc l'idée, c'est que de la même manière qu'on fait un thermoformage, c'est une première façon de remplir l'espace de la chaussure, mais il reste encore des petits espaces, notamment au niveau de cet appui rétrocapital. Voilà, si on vient vraiment le combler au maximum, pas forcément en prenant de la largeur, mais en mettant la hauteur nécessaire, ça c'est une façon de solidariser encore mieux l'interface pied-chaussure et qui conviendra bien à quelqu'un d'axial. Et à l'inverse, quelqu'un de large, on pourrait partir sur un élément qui est justement plus large, puisque la personne va venir exploiter cette surface-là, mais pas trop en fait. On va juste lui laisser une possibilité d'utiliser une mobilité latérale. Voilà, comme tu l'as évoqué, ben voilà, donc le plan de semelle va s'en retrouver modifié, mais aussi la manière, tu l'as juste évoqué, la manière dont le centre de masse va évoluer de l'arrière vers l'avant. De nouveau, on va retrouver quelque chose de plus axial ou quelque chose qui va partir plus de l'extérieur pour venir rejoindre davantage l'intérieur, selon que l'on soit axial ou selon que l'on soit radial. On voit aussi dans la formation, donc large, pardon, on voit aussi dans la formation qu'un pied, qu'on appelle le côté d'extension par rapport au côté de flexion, ne régit pas de la même manière que l'autre. Voilà pour ce point 3. Ce que je vous propose maintenant, avant de prendre vos questions, c'est de venir sur le point 4. Je conclue juste en disant que ce qui se trame derrière les préférences, puis il n'y a pas que les préférences, parce qu'il y a un ensemble de connaissances aujourd'hui qui apparaissent sur ce rôle du système nerveux, c'est qu'on dispose en nous d'un processeur qui est hyper puissant dans sa partie inconsciente et qui a pour rôle de toujours présenter la meilleure équipe en fonction de comment on est né, de nos préférences, face aux contraintes, aux conditions d'un environnement donné. Et que ça, il le fait à chaque milliseconde en traitant des millions et des millions d'informations. Donc c'est en ce sens-là, je dis que c'est un système qui est intelligent. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être bloqué, sinon vous n'auriez pas de patient. Il peut être bloqué, mais on part toujours du principe qu'il a des ressources et on comprend l'évolution de ces ressources à la fois dans ses chaînes respiratoires, à la fois dans son équilibre et dans sa coordination. C'est ce que donnent ces formations de niveau 1 et puis de niveau 2.
Ce que je vous propose maintenant, avant de prendre vos questions, là vous êtes plus de 200 en ligne. En général, chaque fois qu'on fait une webconf, après 15 jours, 3 semaines, on voit qu'il y a plusieurs milliers de personnes. Donc on vous remercie pour votre confiance. On vous remercie de croire à ces préférences. Pour nous, c'est une révolution juste incroyable. C'est une toute autre vision sur le corps et puis ses rapports aux interventions en termes de pédagogie, en termes de performance, en termes de soins des blessures. Alors, je propose maintenant cette proposition. Donc, on a une formation de niveau 2. C'est la formation de niveau 2. On a eu souvent la question. Hein. Pour les podologues, on a une formation de niveau 1 au niveau 3. Le niveau 1, c'est comment mon centre de masse bouge, c'est-à-dire comment je m'équilibre. On aborde le côté terrien-aérien, on aborde ce qu'on appelle le côté d'extension de flexion, et ça se termine dans le déplacement en 3 dimensions du centre de masse, qu'on appelle le cadran du mouvement. Le niveau 2, c'est ce qu'on vous propose tout de suite à l'issue de cette conférence, c'est comment le reste du corps bouge autour. On a vu le côté large, le côté axial, mais il y a aussi, est-ce que je suis en chaîne d'inspiration, est-ce que je suis en chaîne d'expiration, est-ce que je suis associé, est-ce que je suis dissocié. On parle de la vision, on parle des pôles motrices et on voit combien tout ça se relie au niveau 1. Donc, si vous voulez acheter le niveau 2, vous n'avez pas le niveau 1, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Donc, c'est pour ça qu'on va faire une offre sur le niveau 1 et puis sur le niveau 2. Si vous avez déjà acheté le niveau 1, et bien le niveau 2, c'est la continuité de ce que vous avez vu dans ce niveau 1. Alors donc, ce niveau 2, c'est 11 modules vidéo, à peu près 6 heures de vidéo pour 12 heures de formation avec 3 podologues, je vous ai déjà évoqué, et puis ma pomme, qui vous parle des préférences. C'est comment je bouge autour de mon centre d'équilibre. Dedans, vous aurez un espace personnel avec des questions, des réponses, des études de cas. Point important, souvent dans les formations digitales, c'est un accès sur 3 mois, mais on a décidé de donner un accès illimité. On met pas de limite de temps. À partir du moment où vous avez la formation digitale, 1 an, 2 ans après, vous pourrez continuer d'accéder au contenu. Donc, comme c'est assez dense le contenu, vous savez que vous pouvez y revenir régulièrement s'il y a quelque chose qui vous a échappé. C'est une formation qui donne une certification, donc il y a un certificat de participation derrière, qui est pour les professionnels de santé. Toutes nos formations, en fait, sont admissibles au FIFPL. Donc, vous pouvez faire valoir vos droits FIFPL sur ces formations. Et puis, comme on a souvent eu la question, c'est le même contenu que les formations en présentiel. Donc, les uns vont dire que c'est mieux le présentiel, les autres vont dire que c'est mieux le digital. Les deux ont avantages et inconvénients. Mais vous choisissez. Et si vous choisissez le digital et qu'ensuite, par exemple, pour le niveau 3, vous voulez venir en présentiel, vous pouvez. C'est-à-dire que le digital donne l'accès à la suite des niveaux de formation. Voilà. Sur le contenu, on aborde un rappel sur le versant terrien-aérien, sur le cadran du mouvement. On fait un point sur les connaissances scientifiques actuelles sur les semelles et les liens avec les blessures. Je vous ai parlé de chaîne, inspiration, expiration. On aborde 4 grandes motricités, motricité axiale, motricité large. Peut-être le mieux, une quantité de cas cliniques et tous les plans de semelles pour faire évoluer l'équilibre, donc le centre de masse, en fonction des pathologies. Peut-être que le mieux est que je vous montre à quoi ça ressemble, en fait, cette histoire. Voilà. Là, je suis sur une formation. Donc, vous voyez que là, il s'avère que moi, j'ai eu droit au niveau 1 et au niveau 2. Je suis sur le niveau 2. Est-ce que vous voyez ou vous ne voyez pas? Non, là, je crois qu'on ne voit pas. Là, on ne voit pas. Alors, je vais revenir. J'ai fait une mauvaise... hop. J'y reviens. Je reviens vers vous. Voilà. Et je vais plutôt partager. Je n'ai pas partagé. Donc, c'est normal que tu ne vois pas. Je vais le refaire. Voilà, je reviens sur le partage. Ok, voilà, je suis ici. Là, vous la voyez? Ouais. Ok. Là, tu vois, Clément? Ouais, c'est bon, c'est parfait. Par exemple, bien sûr, donc là, vous voyez les 11 modules avec les 6 heures de vidéo. À chaque fois, il y a des questions, il y a un questionnaire final, il y a des études de cas, je vous l'ai dit. Par exemple, je viens sur le module simple auquel on présente les 4 grandes motricités. Donc, les motricités de plus de flexion, terrien, cuisse, jusqu'aux motricités les plus d'extension,
les aériens en pied. Donc voilà, vous avez 3 bons modèles là, juste devant vous. Alors on le présente, alors je vais enlever le son. Pour chacun des modèles, on vous montre les tests à réaliser. Vous allez pouvoir voir l'ensemble, donc c'est Bibi qui parle, hein, vous pouvez avoir l'ensemble des foulées, voilà une foulée très terrienne, voilà typiquement une foulée très aérienne, donc comme ça vous aurez l'ensemble des modèles de foulées des 4 grandes motricités qu'on retrouve partout sur la planète. Voilà, donc à chaque fois vous avez les vidéos, vous avez le contenu, vous avez les essentiels du texte, des questions pour pouvoir vous habituer à proposer des réponses, à vous assurer que vous avez bien intégré le contenu. Voilà, par exemple, là, je viens sur la partie plus épaules. C'est encore Bibi qui parle, mais non, je parle beaucoup. Encore là. Ah, voilà. Oui, c'est vraiment un contenu, c'est Thibaut qui a vraiment très, très, très bien travaillé. C'est un contenu que nous, on aime, qu'on espère que vous aimerez. Si on en croit les retours sur les formations présentielles et puis sur le niveau 1, eh ben, on pense que ce sera le cas. On espère que vous aimerez cette formation. Nous, on y a mis tout notre cœur. Alors, je continue en partageant mon diaporama. Donc l'offre du soir, et puis c'est une offre qui vaut jusqu'à la fin de l'année. C'est la formation, là, parce que la première formation était à 290, je ne vais pas dire 290, et celle-là est un peu plus longue avec plus de contenu, donc le prix habituel sera de 350 €, et puis ce soir, jusqu'à la fin d'année, il est de 290 €. On fait une offre aussi pour ceux qui n'auraient pas fait encore le niveau 1, une offre conjointe niveau 1 et niveau 2. Je vous l'ai dit, le niveau 1, normalement, c'est 290, ce qui fait que si vous additionnez niveau 1, niveau 2, c'est 640 €. Et donc là, jusqu'à la fin d'année, on vous fait une proposition à 550 €. Après, pour la suite, ça reprendra son prix habituel. Voilà. Donc, ce que je fais maintenant, c'est je vous propose... Hop, je reviens là, j'arrête le partage. Donc, tout de suite, je lance l'offre. Hop, publier cette offre. Voilà, si vous allez sur la droite, sur votre ordi, vous allez voir qu'il y a une offre qui apparaît. Donc, il y aura marqué 290 au lieu de 350. Et il y aura marqué 550 au lieu de 640. Vous allez arriver sur une page dans laquelle vous choisissez si vous voulez seulement le niveau 2. Ou alors, si vous voulez, le niveau 2 plus l'offre niveau 2 plus le niveau 1. Voilà. Confirmez-moi que vous voyez bien cette offre. Il faut aller un peu sur la droite où il y a marqué offre, normalement, en haut. Est-ce que vous arrivez juste à me confirmer que vous voyez bien? Donc, c'est pas sur le chat, hein. Il faut passer sur un onglet un peu... Donc, c'est l'onglet off, je crois qu'il doit s'apparaître à vous. Thibaut, tu me dis si je dis une bêtise, hein. OK, pendant ce temps... Donc là, voilà. Offre, parfait. Alors déjà, je remarque il y a quelqu'un c'est Fred, qui remarque que l'ambiance est assez intéressante chez toi, Clément, puisque légèrement tamisée. En fait, juste avant qu'on prenne, il a essayé de trouver une autre lumière pour être face, mais il l'a pas trouvé. Alors, je prends vos questions. Alors, il y a d'abord Frédéric, confirmez-moi juste que vous voyez sans la stripteaseuse, mais Frédéric, sans la stripteaseuse, non. Peut-être que, confirmez-moi, si vous pouvez me confirmer juste que vous voyez bien l'offre. Et hop, c'est parti. Alors, Charlotte, on entend bien. Frédéric, la webconf, donc là, c'est très pratique. La webconf sera-t-elle disponible en replay? Ma connexion lag? Oui. Oui, à partir de ce soir ou de demain, je ne sais pas exactement, mais on met la webconf en replay. Vous pouvez la retrouver à partir du site Volodalen. On la publiera aussi sur la page Facebook. Puis après, c'est sur la chaîne YouTube Volodalen. Donc, Frédéric, si tu n'es plus là parce que tu lags, eh bien, tu pourras la revoir demain, après-demain ou après-demain. Cédric a une question assez longue. Que pensez-vous de l'idée développée par certains qu'un sportif peut switcher en fonction de son état d'esprit, à savoir passer d'un fonctionnement terrien à un fonctionnement aérien ou inversement?
Et comment l'expliquez-vous d'un point de vue neurologique? Oh, voilà une grande question. Alors, pour tous ceux qui ont fait le niveau 1, ce qu'on met derrière le switch, en fait, nous, on appelle ça une évolution le long de son cadran d'équilibre. Et on explique combien cette évolution, elle se fait pas au hasard. Donc, c'est pas un simple switch terrien-aérien. On l'a expliqué là dans la situation du talon extension. Il y a des gens face à une difficulté. La difficulté, il faut la penser comme pouvant être une blessure, pouvant être une perte d'énergie, pouvant être un stress cognitif. C'est face à toute situation non habituelle où la personne se dit « je vais pas savoir faire avec mes forces », sachant que même les forces peuvent arriver au bout de leurs forces, eh bien le corps va essayer de présenter une autre manière de faire, quelque chose qui n'est plus le truc le plus habituel pour lui. On connaît tous ça quand on nous demande un travail qu'on sait pas faire. On rentre en schéma un peu de stress et on se met plus à penser tout à fait de la même manière. Eh bien pour le mouvement, c'est pareil. Et on va se mettre à ne plus bouger de la même manière. Donc ce switch, c'est pas forcément terrien-aérien, ça c'est quand c'est dit de manière très simplifiée ou aérien-terrien. C'est déjà inscrit dans votre cadran du mouvement, la manière dont vous allez basculer. Donc la manière dont ça peut s'expliquer d'un point de vue neurologique, alors il y a deux choses à donner. J'ai déjà expliqué là d'une manière très simple, c'est que quand on arrive au bout de ses forces, et qu'on doit continuer, ou on meurt, ou alors on essaie de trouver d'autres forces. C'est extrêmement bien connu d'un point de vue de l'intégration musculaire. Si vous avez une fibre musculaire, par exemple, vous faites 200 squats, vous avez vos fibres musculaires. Quand vous allez faire vos squats, si on regarde dans votre quadriceps, vous allez avoir maximum 50, même si vous donnez le maxi, entre 50 et 60% de vos fibres musculaires qui vont être actives. 40% du muscle principal qui vous donne la puissance est au repos, tranquille, mimile. Alors, on pourrait se dire, mais merde, on n'atteint jamais la performance maximale, alors. Et oui, on n'atteint jamais la performance maximale. Mais qu'est-ce que ça permet? Ça permet en même temps de produire autant qu'on peut, puis en même temps, au cas où on arrive au point limite, de pouvoir assurer la relève. Vous voyez, c'est celui qui rentre, on a 80e minute du match de foot, il y en a qui ont déjà les crampes, on les sort, puis on rentre les nouveaux. Eh bien, le système nerveux, il est fait pour ça, pour faire en sorte de venir utiliser ses forces, et si elles arrivent au bout de leurs forces, de venir amener l'équipe de remplacement. Eh bien, cette espèce de switch qu'on peut repérer à tous les étages du corps, donc dans le mouvement, eh bien, c'est un peu l'équipe de remplacement. Ça, c'est le premier thème de ta remarque, Cédric. Le deuxième, c'est comment on peut expliquer que des fois, c'est l'état d'esprit qui change conjointement. Même pour le comprendre, il faut juste comprendre qu'on pense souvent qu'on a un cerveau pour penser. Or, on a un cerveau certainement pour d'autres choses beaucoup plus importantes que penser. Nous, on dit souvent ce qui différencie la sphère animale de la sphère végétale, c'est plusieurs choses, le type de cellules, mais parmi les deux choses majeures, c'est il y en a un qui bouge puis l'autre pas. Donc l'animal bouge et puis le végétal est immobile. Et deux, il y en a un qui a un système nerveux et puis il y en a l'autre qui n'en a pas. Donc il y en a un qui centralise l'information. Dit autrement, c'est parce que l'on bouge qu'on a un cerveau et que l'objectif de ce cerveau et puis du corps, c'est de venir se connecter, créer une cohérence pour aller dans une direction plutôt qu'une autre. Si vous avez la moitié de votre corps qui veut aller à droite et puis l'autre moitié à gauche, ça va pas le faire. Donc en fait, le système nerveux a pour objectif de produire, à partir d'une grande complexité, un mouvement simple et cohérent. Et donc, il est évident, et c'est pour ça qu'on a un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3. Le niveau 3 des préférences, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les préférences cognitives. Il est évident que selon ce qui se passe dans votre corps, il va se passer quelque chose dans votre tête, puisque votre tête, la partie consciente de nous, eh bien, elle dépend de cette partie inconsciente, de la partie de survie. Au milieu, vous mettez l'émotionnel. C'est ce qui vous amène à vous diriger vers. Et donc, comment l'expliquer? On peut nous l'expliquer, Cédric, que par le fait qu'on est construit complètement comme ça. Nous, dans l'ensemble du fonctionnement, c'est ce qu'on appelle le principe d'action-intention, intention-action. On doit avoir la juste intention pour le type d'action. Si l'intention change, peut-être que l'action doit changer. Si l'action change, l'intention doit changer. Toujours à la recherche d'une cohérence. Vous verrez qu'une bonne partie des pathologies, c'est pas parce qu'on a mal choisi, c'est parce qu'on est incohérent. Typiquement, je vous l'ai dit pour le talon extension.
c'est incohérent. C'est ni un système fonctionnel, ni l'autre système fonctionnel. Donc, d'un point de vue neurologique, ben, c'est un tout, notre système nerveux, qui est là et qui doit essayer de construire avec une équipe disparate une grande cohérence. On doit jouer ensemble depuis le cœur de notre bide jusqu'à l'ensemble de notre cœur, nos sensations, et jusqu'à notre intention, donc notre conscience. Que l'un change et le tout va essayer de retrouver un système cohérent. Donc, c'est là-haut que ça peut changer, ou alors ça peut être là-dedans que ça peut changer, manque d'énergie ou quoi que ce soit d'autre. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Clément. L'intention-action, oui, ça rebondit bien sur ce qu'on a dit tout à l'heure, sur le fait que la semelle seule, ça risque de ne pas être magique. Dans un cas comme celui qu'on a présenté avec le talent extension, il faut aussi que l'intention suive. Donc, il y a une compréhension de ce qui se passe et l'intention de changer quelque chose, alors d'un versant ou d'un autre, en fonction du cadran et du traitement que nous, thérapeutes, on aura déterminé comme le plus optimal et avec lequel le patient sera d'accord pour mettre son intention. Oui, nous, on rêve avec le patient, pouvoir expliquer, dire pourquoi il nous semble préférable d'aller dans ce sens-là, et 2, assurer la cohérence. Expliquer, c'est pour assurer la cohérence en lui, qu'il soit d'accord, qu'il se dise, mais oui, ça me semble normal d'essayer ça. On n'est jamais sûr d'avoir raison, on met des probabilités, mais que intérieurement, il se sente que oui, ça lui convient. Et ensuite, pouvoir créer des équipes pluridisciplinaires qui se mettent d'accord. Qu'on ne dise pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Pourquoi? Parce que c'est typiquement en se mettant d'accord qu'on va rétablir une cohérence. Si on accepte de dire que beaucoup de pathologies sont des incohérences, c'est-à-dire ça parle trop d'un côté, puis il y en a un autre qui gueule trop de l'autre côté, il est évident que si dans l'environnement externe, il y a un kiné qui va expliquer qu'il faut rendre le système plus rigide, et que le podo explique qu'il faut mettre plutôt du mou en dessous, ben c'est comme si on n'avait rien fait. Et donc, derrière ce principe, derrière cette nouvelle compréhension du corps, se jouent des équipes qui sont capables de parler à la fois avec le patient pour avoir un chemin ensemble, puis à la fois entre thérapeutes, en se disant, ben, essayons d'abord d'être cohérents. Et si on est cohérent, quand bien même on se planterait, on apprendrait très très vite. Et donc, ça voudrait dire, c'est pas de ce côté-là qu'il faut aller, peut-être de l'autre côté du curseur. Vivien, vous parlez des chaussures du quotidien ou en situation de course ou trail. Alors là, comme il s'avère qu'on aborde beaucoup le schéma sportif à travers ses préférences, on a parlé plutôt de chaussures de course, mais tout ce qu'on vient de dire, nous on l'évoque pour le tennis, on l'évoque pour le golf, et on peut l'évoquer pour les chaussures du quotidien. C'est-à-dire que les préférences, on les emporte avec nous, que l'on soit en posture, que l'on soit assis, que l'on soit en train de marcher avec ses chaussures de ville ou en train de courir avec ses chaussures de trail, le thème est le même, puisque les besoins intrinsèques sont les mêmes. Bien sûr, les contraintes externes ne sont pas les mêmes, mais alors on pourrait dire exactement la même chose. Tout à fait. Bon, là, il s'avère qu'on l'aborde un peu moins parce qu'on est plus dans un versant sportif. Bien. Christian, peut-on être à la fois terrien ou aérien selon la vitesse à laquelle on court? Je ne sais pas si tu veux répondre, Clément. Oui, bah, bon, ça rejoint en partie la question que tu as bien développée avant. On a notre préférence et celle-ci, elle ne va pas changer, mais par contre, on peut tout à fait se comporter différemment en fonction des besoins qu'on a, soit parce qu'on était blessé, soit parce qu'on a évolué de telle manière que notre performance passe par un changement, ou aussi parce qu'on a un environnement extérieur qui est différent. C'est sûr que pour caricaturer, si on prend quelqu'un qui a un schéma de course en rebond très marqué et qui veut faire de l'ultra-trail, c'est possible qu'il y ait des ajustements à amener. Alors peut-être pas pour tout le temps, mais au moins de temps en temps. Oui, je dirais, Christian, qu'il faut penser en curseur. Hein. C'est souvent la conscience, comme elle émerge de quelque chose de plus intelligent qu'elle, elle a tendance à prendre ce qu'on appelle nous, des effets loupes, c'est-à-dire à exagérer. On se dit qu'il y a terrien, puis qu'il y a aérien. Pense bien qu'en fait, il y a des gradations. Ce qu'on évoque dans le niveau 2, les chaînes d'inspire, d'expire, le curseur, bien, tout ça, c'est des gradations de terrien aérien. Alors, il s'avère que si vous êtes à peu près au milieu du curseur, type 55-45, il est évident que vous êtes dans ce qu'on appelle une motricité plus adaptable. En revanche, si vous êtes à 90% marqué en schéma terrien, ce qu'on appelle les doubles flexions, eh bien là, vous êtes plus adapté. Et donc, si vous êtes très adapté, si votre besoin est très fort d'ancrage, peut-être que même en passant plus vite, vous n'allez pas tellement changer.
parce que votre besoin va prédominer sur la contrainte environnementale. Mais si vous êtes à 45, 55, ben, vous êtes capable de vous adapter très vite parce que vous avez déjà un peu du versant aérien en vous si vous êtes en schéma terrien. Alors, pour être plus précis, puis pour finir sur ce schéma-là, donc adaptable, adapté, il s'avère quand même que notre coordination, on continue de l'avoir. Je m'explique. Typiquement, un terrien qui basculerait avec la vitesse en schéma aérien. On va pas pouvoir voir, par exemple, son pied qui vient beaucoup plus sur l'avant, comme on avait vu sur ce cluster 2, là, dans l'étude de 2014. En revanche, on va continuer de voir vivre en lui sa coordination intrinsèque, et notamment son manque d'équilibre sur l'avant. Il va aller en appui avant, et sans s'en rendre compte, spontanément, sur un principe de survie, il va amener ses bras beaucoup plus en arrière. Ce qu'on ne verra pas, par exemple, alors il y a d'autres critères, la flexion de hanche, ce qu'on ne verra pas chez un aérien. Pourquoi? Parce que l'aérien, il va être à l'aise, en étant avant-pied avec ses masses sur l'avant, à venir s'équilibrer avec la chaîne postérieure. Il sait le faire. Et le terrien, il sait moins le faire. Donc, quand il va amener des masses un peu sur l'avant, ça paraît paradoxal, mais une fois qu'on comprend le besoin du système et la survie de la tête en particulier, donc du cerveau, on le comprend mieux. En amenant certaines masses sur l'avant, il amène d'autres, donc notamment ses bras. Donc, vous voyez des coudes qui sont beaucoup plus derrière, sur l'arrière pour pouvoir s'équilibrer. C'est-à-dire qu'une partie de son corps va s'adapter à la contrainte, puis une autre partie, notamment celle d'équilibre, qui est la plus importante, va beaucoup moins s'adapter. Donc, il va avoir des compensations au niveau de sa manière de faire. Mais oui, Christian, il est capable. Florent, petite question. J'ai fait la formation au tout début, podokiné, je peux comprendre directement le niveau 2. Oui, si tu as déjà fait, Florent, le niveau 1, même si c'était il y a 2 ans ou 2 ans et demi, même s'il est vrai que les formations ont pas mal évolué, normalement, tu devrais pouvoir comprendre directement le niveau 2. Florent, on aura accès au diapo. En fait, il y a accès au replay. Donc, sur le replay, tu peux voir l'ensemble des diapos. Le niveau 2 podologie est compréhensible en ayant suivi le niveau 1 kiné. Alors, Vincent, c'est une excellente question. Dans toutes nos formations, niveau 1, niveau 2, niveau 3, les concepts abordés sont les mêmes. C'est-à-dire que on va faire lundi une webconf pour le niveau 2 kiné. Donc déjà, si tu es kiné, peut-être attends lundi, parce que tu auras le niveau 2 kiné lundi. Mais sache quand même que les concepts qui sont abordés sont exactement les mêmes. On va faire l'evidence base, on va faire les motricités larges, on va faire les chaînes d'inspire, d'expire. Simplement, quand on est pour les pros du sport, on va aller chercher la performance avec ça. Quand on est pour les podologues, on va aller chercher les plans de semelle, les exercices clés du pied. Puis quand on est pour les kinés, on va aller chercher, face aux pathologies, les exercices applicables sur l'ensemble du corps. Donc c'est pas le contenu de base, c'est plus ce qu'on en fait dans la pratique du quotidien qui différencie une formation de l'autre. Donc oui, si tu as fait le niveau 1 kiné, tu comprendras le niveau 2 podo. Maintenant, si tu es kiné, peut-être attends lundi pour aller chercher la formation kiné plutôt que la formation podo. Frédéric, c'est pour Clément. Tu devrais revoir l'éclairage. Je remarque que toutes les questions pour Clément sont liées à ton éclairage. Tu devrais revoir l'éclairage de ton studio. Là, on dirait un mafioso des années 70. C'est Frédéric. Frédéric, tu pourras lui parler. Ok. Morgane, merci à vous. Encore très intéressant. Merci, Morgane. Après avoir fait le niveau 2 au présentiel, aura-t-on les vidéos digitales sur notre espace? Alors, Guillaume, non. En revanche, tu auras un bon de réduction. Dès que vous avez fait un niveau en présentiel, si vous voulez avoir le digital ad vitam aeternam chez vous, tant que les serveurs tournent, eh bien, vous avez un bon de réduction de 100 € sur chacune des formations digitales. Voilà, donc c'est pas offert avec, mais disons que ça vous coûte moins cher si vous voulez avoir la formation en digital, alors que vous avez fait le présentiel. Mélanie, alors qu'il y a pas mal de questions, je vais encore en prendre 2 parce que ça fait déjà un petit moment. Alors Mélanie, est-ce que le poids influence la préférence? Si on prend du poids, ça influe aussi. Alors Mélanie, bonne pioche, c'est clair. Si on met qui que tu sois, si on te met 20 kilos sur le dos et que tu te rends plus aérien, appelle-moi parce que j'aimerais pouvoir filmer ça.
Alors, dit autrement, non. Avec plus de poids, ce qui permet de porter du poids, c'est la flexion. Et remarquez l'intelligence du système. Regardez les Maoris par rapport aux Maasai, et puis on se dit en moyenne, c'est qui est le plus lourd. À partir du moment où vous venez plus osciller, eh bien, il est assez normal qu'on ait en moyenne, bien sûr, il n'y a pas que ça qui explique le tout, hein, mais en moyenne, un besoin d'un corps un peu plus léger, et puis qu'un corps plus lourd soit beaucoup plus facilement porté par un système d'ancrage qui ne vient pas mettre d'énergie de haut en bas. L'animal le plus avec le meilleur rendement mesuré par kilo de poids de corps, c'est l'éléphant. C'est-à-dire c'est l'animal terrestre le plus lourd, 5 tonnes, qui est le plus efficient par kilo de poids de corps. Pourquoi? Parce qu'à 20 km/h, il déplace son centre de masse de moins d'1 centimètre entre le haut et le bas. Un aérien à peu près 12 cm, un terrien à peu près 8 cm. Donc l'impact du poids est majeur. Un aérien qui prend du poids, s'il se transforme pas plus en terrien, il va prendre un méchant coup dans la tronche, et puis ses mollets, ses tendons d'Achille, peut-être ses aponevroses, risquent de prendre aussi un méchant coup dans la tranche. Donc oui, il y a une influence considérable du poids. Si tu prends du poids, tu te transformes en un peu plus terrien, plus de flexion. Si tu perds du poids, tu vas te transformer en un peu plus aérien. Mais ton système nerveux ne change pas, mais la dynamique d'appui dans la course, elle, va changer. Charlotte me confirme qu'on voit bien l'offre, le lien fonctionne, extra, merci Charlotte. Alors, Benoît, pour développer la qualité de vitesse maximale, suis-je dans l'obligation de travailler comme un aérien? Alors ça, c'est une autre excellente question. Je vous ai dit que c'était les mêmes thèmes qui étaient abordés dans les 3 formations. En fait, il y a un thème qui est bien spécifique à la formation qu'on appelle Pro du sport. C'est est-ce qu'on est en préférence énergétique rapide ou est-ce qu'on est en préférence énergétique lent? Est-ce qu'on est né plutôt pour être un endurant? Est-ce qu'on est né plutôt pour être un sprinter? Et ça dépend en premier lieu, non pas des préférences motrices, mais des préférences énergétiques. Vos parents vous ont fait plutôt lent ou vos parents vous ont fait plutôt rapide. Bien sûr, on peut le travailler, mais c'est de l'énergétique. C'est la manière dont on transforme les substrats et puis dont nos fibres musculaires se contractent plus vite ou plus lentement. Alors, en revanche, on dit quand même que pour un même niveau énergétique, si vous voulez aller plus vite, eh bien, vous allez plus aérien. Donc, les deux viennent se recouper, mais vous pouvez être champion du monde du 100 mètres en étant Usain Bolt et puis vous êtes aérien, puis en étant Blake et puis en étant terrien. Et pourquoi? Parce que d'abord, c'est des fibres rapides. Souvent, parfois, on entend même, mais est-ce que on pourrait dire qu'un terrien, est-ce que c'est forcément quelqu'un qui saute pas haut? Et non, enfin, Jordan, par exemple, Air Jordan, c'est un terrien. C'est plus la manière dont je vais produire de la force en présentant plus de flexion ou plus de système de rebond, mais c'est pas la hauteur à laquelle je vais aller. J'ai bien dit que les deux peuvent être très performants. Donc, pour te répondre, un développement de vitesse, c'est d'abord de l'énergétique. Et ensuite, c'est en revanche, et là, oui, si tu veux faire du 100 mètres, c'est quasiment tout le monde qui va devoir développer des capacités de rebond sur l'avant-pied. Tu peux pas aller vite sur 100 mètres en présentant du talon. Il n'y a pas un sprinter au plus haut niveau qui présente du talon. Donc, il y a une tendance. Tous les gens qui passent par l'athlé, partant de où ils sont, ont tendance à évoluer vers le curseur du côté plus aérien. Ça ne vous fait pas évoluer l'athlé du côté plus terrien parce que c'est toutes des consignes de vitesse qui ramènent vers une motricité aérienne. Pour développer. Eric, bonsoir. Le module chaussure sera-t-il possible en version digitale aussi? Oui, Eric. J'aurais espéré pouvoir te le présenter tout de suite, mais il s'avère que, comme d'habitude, j'ai pris du retard. Mais dès l'hiver, cet hiver, on présentera le module digital qui viendra faire le lien entre les préférences et puis les chaussures. Jérôme, mais au lieu de subir, pourquoi ne pas exploiter l'opposé de ses préférences de manière consciente? Ah. Alors, Jérôme, c'est une bonne idée, mais en fait, c'est une bonne et une mauvaise idée. Alors, je m'explique. On pourrait se dire, maintenant qu'on sait comment on va évoluer, ben, on va prévenir, on va aller développer déjà ses faiblesses au moment où on n'a pas besoin. Et puis comme ça, si un jour on en a besoin, ben hop, on va pouvoir s'adapter, puis on va éviter la blessure. C'est la vision habituelle qui est de dire plus je suis adaptable,
moins j'ai de risques. Alors, c'est pas complètement faux, mais si tu veux le faire, faut bien penser que les choix sont d'abord des choix du corps. Ta tête, elle peut pas dire, tiens, je décide demain d'être Bill Gates, toi, ou je décide d'être Jordan, pour reprendre Jordan. C'est le corps qui donne les grandes options. Et tous les animaux, tous les systèmes vivants évoluent sur la base d'une contrainte. Donc, si tu as une contrainte importante, si tu as une obligation, alors tu évolues, alors tu apprends. Intelligence, capacité à résoudre des problèmes. Si tu n'as pas de problème, eh bien, tu peux pas être intelligent. Donc, tu peux pas décider comme ça d'être intelligent. Il faut que ton corps rencontre une contrainte et alors, si la contrainte n'est pas trop importante, si elle est trop importante, il va pas réussir à faire face et donc il risque de se blesser, d'avoir des douleurs. Mais en revanche, si la contrainte le met en danger sans être insupportable, eh bien là, ça va l'amener à changer sa manière de faire et donc à aller explorer. Je sais pas si c'est de manière consciente. En tout cas, c'est pas une conscience qui dit allez, on y va. Il faut bien que le corps, ton système de survie, semble qu'il est en vraie difficulté. Donc, par exemple, si tu veux dire que tu es aérien puis tu veux devenir plus terrien, va courir sur le sable. Tu vas voir la contrainte, elle s'impose d'emblée. Donc, c'est ce qu'on appelle une approche écologique comparativement à une approche cognitive que je décide que. Là, c'est, voilà, tu vas voir les contraintes et donc ça va t'amener à évoluer. Peut-être encore une ou deux questions, si j'avais déjà dit, allez, encore deux questions. Bah, je veux bien prendre la dernière, parce que ça rebondit un Alors, peu vas-y. là-dessus sur la contrainte. Est-ce que c'est l'utilisation des pointes qui fait que les pistards sont en avant-pied? En fait, c'est plutôt il courait avant-pied et on adapte le matériel aussi enfin voilà, c'est pas le matériel qui a transformé le sport, c'est que de base quand on va vite, c'est plus facile de courir avant-pied et donc on a mis cette surface de traction, enfin d'adhérence plutôt sur l'avant pour pouvoir pousser. Donc c'est plutôt l'environnement rebondissant, etc., qui a fait qu'on a créé tout ce. Il faut vraiment penser à une coévolution. C'est à la fois, si vous allez dans un monde élastique, ben, votre corps il va bien sentir qu'il a besoin d'aller répondre à ça, donc il va essayer d'aller vers cette tendance. Et à la fois, si dans vos besoins vous êtes élastique sur un même environnement, vous allez vous exprimer plus en élastique que quelqu'un d'autre. Donc ça s'appelle en biologie la théorème de la reine rouge. C'est Alice dans Alice au pays des merveilles, en fait, qui court à côté de la reine rouge, et puis elle dit, mais où c'est que vous allez si vite à courir tout le temps? Ben, en fait, la reine rouge dit, je cours pour rester sur place. Donc, en fait, ça veut dire que comme tout court autour, eh bien, tout le monde va évoluer en même temps. Comme je veux essayer d'aller vite, eh ben, je vais devoir aller un peu plus avant-pied, et puis j'ai carrément intérêt à prendre des chaussures qui m'induisent à aller avant-pied. Et si vous remarquez ce que sont les pointes, ben, c'est des chaussures plutôt dynamiques qui vous amènent sur l'avant-pied. Donc, c'est une coévolution entre les techniques qu'on utilise et puis l'objectif qu'on se donne et la manière dont on va bouger. Pensez bien, hein, les gens, par exemple, qui disent que les chaussures, c'est ça qui ont déformé notre motricité, ne connaissent pas l'histoire des chaussures. L'histoire des chaussures, c'est vraiment une technique inventée, très certainement juste après l'invention de l'agriculture, au moment où on commence à créer des sols durs. Donc, quand l'espèce humaine invente des techniques, en général, ça a un sens. Et donc, avoir inventé une semelle très dynamique qui vous amène sur l'avant-pied au moment où vous savez que dans votre motricité, vous avez besoin d'aller sur l'avant-pied parce que votre décision, c'était de courir vite, pas longtemps, ben, c'est absolument cohérent. Et puis ce qui va avec, c'est que comme le but c'est de courir vite, c'est que de la performance, on fait le truc le plus léger possible, donc ça va avec. Radial axial, proportion aérien-terrien, 50-50, Eric. C'est indépendant. C'est comme on parle aussi dans cette formation niveau 2 des chaînes d'inspire, d'expire. Sur les connaissances qu'on a aujourd'hui, on est, en tout cas dans la population qu'on connaît le mieux, la population caucasienne, on est à 50-50. Donc il y a 50% des terriens qui sont en schéma large, 50% des terriens qui sont axial, 50% des aériens en schéma large, 50% des aériens en schéma axial. Charlotte, si on prend l'offre plus tard, où on peut la retrouver? volodalen.com. Tu la retrouveras sur le site volodalen.com. Alors, de temps en temps, on publie sur notre page Facebook, mais en fait, chaque fois, toutes les formations, tu vas les retrouver sur le site volodalen.com. Il va changer d'ici
un mois, je pense. Je m'avance pas trop parce que sinon je me fais engueuler parce qu'après je suis en retard. Il va changer, donc il sera encore un peu plus lisible, mais tu les retrouveras sur le site rebelle.com. Avec la formation digitale, y a-t-il des dates précises de conférences ou bien l'on peut suivre la formation lorsqu'on le souhaite? Non, c'est vraiment, Jean-Gabriel, c'est une formation digitale. Hein, c'est pas une formation dans laquelle vous avez quelqu'un qui parle de l'autre côté au moment même où vous l'écoutez. Donc ça s'appelle du distanciel. Donc ça veut dire que vous avez un lien, vous accédez à un espace de formation qui vous est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et tout au long de l'année. Donc tu la suis à la vitesse que tu veux. Si tu veux suivre 20 minutes, puis après aller te reposer, faire autre chose, le lendemain revenir sur 20 minutes, c'est toi-même qui évolue selon ton propre mécanisme. Ok, alors il y a encore beaucoup de questions et encore une dernière, mais ça fait déjà 4 fois que je dis dernière. Allez, dernière, Coralie. J'adore votre discours, c'est tellement clair, vos explications sonnent pour moi comme une évidence. Merci Coralie. Plus de crédit FIFPL en 2020, mais début 2021, je fais vos formations. Merci Coralie. Alors si c'est digital, malheureusement, elles seront à peine plus chères pour toi, mais si tu les aimes, ça devrait le faire. Ok. Ce que je propose, c'est qu'on arrête là. Il y a encore beaucoup de questions. Mais bon, voilà. À un moment donné, il faut pouvoir s'arrêter. Donc, Clément, merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Merci à tous. Donc, l'offre, elle est disponible maintenant. Je vous l'ai dit, elle est disponible jusqu'à la fin de l'année. Si vous trouvez que c'est cool, si ça vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous avez des collègues qui sont pro du sport ou qui sont kinés, elles arrivent. La formation kiné arrive lundi, pro du sport au mois de janvier, parce que j'ai aussi de retard. Encore merci pour votre confiance et puis pour votre écoute. Et puis au plaisir, passez de bonnes fêtes et à tout bientôt. Merci Clément.